I breathe without you here by my side. How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, how do I breathe? How do I breathe? I keep on falling in and out of love with you. I never, yeah. C'est la meilleure partie de la chanson. Je sais pas si pour vous c'est la meilleure partie aussi. Elle dit que I never, yeah. Oh le petit, yeah. Ah. C'est de toute beauté. Et là, du coup, bien sûr, je sais que vous êtes contents de me retrouver. Et je vous fais vivre un moment historique. Franchement, félicitez. Moi, nous sommes quand même en 2000 là. Vous voyez que nous sommes dans un beau studio. Il y a pas mal d'icônes. Je joue le rôle de Clive Davis. Mais bien sûr, vous avez Alicia Keys sur son piano avec Crucial Keys. Ils sont en train de chercher la bonne note, le bon son, la bonne démo. Et bien sûr, en plus, j'ai besoin de vous, quoi. Franchement, tous les dimanches, on se retrouve. J'ai quand même aussi besoin que vous... oui, parce que on travaille sur Music Phoenix. On est ensemble, donc on travaille. Hein. J'ai quand même besoin que vous posiez les vocals. Quand on va faire le bridge là, on laisse qui peut. Je veux que vous passiez les ce bridge sublime là, faites-le. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Alicia Keys sait son bridge sublime et à la fin de la chanson, elle est fière d'elle. Sauf que la session ne lui appartient pas. La session n'est pas pour elle. Elle est censée la remettre à un autre chanteur qui a 14 ans, qui est dans l'autre pièce, qui s'appelle Mario. C'est pour ça que la chanson est faite à la base. C'est pour que le petit garçon de 14 ans là, qui lui aussi est signé par Clive Davis, la chante. C'est un putain d'extraordinaire chanteur, mais Alicia Keys n'est pas prête. Elle aime trop Falling. Et ça va changer toute l'histoire. S'il y a bien un être humain symptomatique aujourd'hui de ce qu'on appelle American Baby, c'est bien évidemment Mario, parce qu'aujourd'hui Mario a 39 ans, et pour les gens qui le connaissent depuis le début de sa carrière, on a l'impression de l'avoir connu depuis le berceau, parce que c'est limite 39 ans et 30 ans de carrière, parce qu'effectivement Mario, c'est le symptomatique de American Baby, à 4 ans à Baltimore, il vit chez sa grand-mère, et il déclare à sa mère, maman, je veux devenir chanteur. Et sa mère directement lui achète une machine de karaoké, sa grand-mère s'emploie à le mettre dans un groupe. En plus, son père était un chanteur de gospel. Et dans cette petite maison, avec sa grand-mère, il commence à chanter avec ses petits camarades. Il fait des petits concours de chant. À 9 ans, il fait une prestation extraordinaire sur I Will Make Love to You de Boyz II Men. Et le gars, il est tellement fou vocalement que pour sa famille, c'est une évidence qu'il fera carrière dans la musique. Alors, sa grand-mère s'emploie à lui trouver des concours de chant par-ci par-là. Et à 11 ans seulement, il est signé par Clive Davis chez J Records. Et vraiment, c'est une période super importante dont on a déjà parlé dans certaines vidéos sur l'histoire de la musique parce qu'il signe plein de nouveaux artistes, notamment Alicia Keys et Clive Davis. C'est bien évidemment Whitney Houston, c'est Aretha Franklin, c'est la légende de l'industrie qui récupère ce petit garçon qui fait fureur en 2002 lors de sa soirée des Grammy Awards. Et directement, donc, il faut lui faire enregistrer son premier album. Clive Davis dans plusieurs projets en même temps. Il doit se refaire une santé, réaffirmer qu'il est le boss du game, ce qu'il va faire avec Alicia Keys. Et justement, au moment de le faire avec Alicia Keys montre à Clive Davis qu'elle a des compétences de songwriting. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle va le convaincre de devenir la fameuse Alicia Keys qu'on connaît. Sauf que justement, à la base, elle commence à écrire pour l'album de Mario. C'est dans cet enregistrement-là qu'elle écrit Falling qu'elle finit par regarder, comme vous l'avez compris, pour elle. Elle se dit, bon, le petit, il est bien gentil, mais ce que j'ai fait là, c'est mon petit trésor, ça va aller dans ma baraka, je vais cartonner avec après. Mario continue à chercher les chansons pour son album. Dans le même temps, Usher essaie de sortir son troisième album qui à la base s'appelle... Ah, vous connaissez déjà toutes les histoires, là on fait du rappel. Normalement, même je suis censé faire une vidéo collaborative avec vous là. Vous êtes censé dire oui, bon voilà. Écrivez dans les commentaires. Le troisième album de Usher s'appelle comment? All About You. Non, ce n'est pas encore. Oui, parce que je sais que c'est une question piège. Vous allez écrire 8701. Non, ce n'est pas encore 8701 parce que nous sommes en 2001, début 2001. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas 8701? Parce que à la base, Usher enregistre cet album qui s'appelle All About You. Dans cet album, il y a plein de titres différents et il lance le premier single qui s'appelle Popular Color, qu'il avoue d'ailleurs aujourd'hui ne pas aimer du tout. La chanson flop et l'album leak sur internet. C'est parce que l'album leak sur internet que Usher est obligé de rentrer en studio avec Jimmy Jam, Terry Lewis et tous les autres et qui va donc enregistrer 8701. Dans cet album qui leak sur internet, il y a une chanson qui s'appelle Just a Friend.
Le titre est plutôt efficace, mais comme il se retrouve sur internet trop tôt, Usher se sent obligé de l'abandonner. D-Records, se retrouvant avec pas mal de démos, estime que cette chanson de Usher fonctionne super bien, la donne à Mario pour son premier album, et le premier album de Mario va être repoussé après la sortie de celui d'Alicia Keys en 2001, et donc en 2002, le grand public va découvrir Mario, un jeune gamin de 15 ans, avec la fameuse chanson Just a Friend. Petite photo, je pense que la plupart des gens qui ont connu Mario se situent parce que c'est à ce moment-là que Mario débarque sur la scène R&B. Just a Friend, qui est une reprise de Biz Markie, est un gros hit pour lui et il commence à faire des prestations. On commence à voir justement pourquoi est-ce qu'il y a toute cette euphorie autour de lui, parce que c'est un très bon chanteur. Et en fait, Mario a une problématique qui va être sa première problématique de carrière. Il est vendu comme les chanteurs de R&B un peu ados, à la Jhené Aiko dans le même moment, B2K. Il est vendu dans cette sphère-là. Il n'y a pas une énorme personnalité qui se dégage, mais c'est de la musique plutôt sympathique, plutôt bien faite. Le second single s'appelle Braid My Hair. Le troisième s'appelle Common. Just a Friend est le plus gros hit de l'album, mais l'album Mario finit quand même avec 700 000 exemplaires aux États-Unis. On se dit bon, c'est un talent qui est en train de poser ses marques et qui va très certainement grandir avec l'euphorie autour du game. En 2003, il va en tourner justement avec Marques Houston, B2K, Nick Cannon. C'est vraiment dans cette espèce de sphère de chanteur de R&B pour ados. 2004 arrive et là d'un coup, il fait face à l'heure du second album. Usher a cartonné en début d'année avec Confession. Et là, pour le coup, il essaie d'avoir des productions plus modernes, un son plus mature, Lil Jon, Scott Storch. Et c'est sur la dernière ligne de l'album que Nio, nous sommes en 2004, qui est pas encore le Nio que vous connaissez, c'est encore un songwriter du game, qui vient d'écrire une chanson pour Marques Houston, essaie de faire passer ses démos chez plusieurs artistes. À ce moment-là, donc, Clive Davis et Mario écoutent Let Me Love You, et tout de suite, ils ont le coup de cœur, ils ont le béguin pour la chanson. Mais Nio, bizarrement, va avoir un peu de mal à lâcher directement son petit bébé, alors que c'était lui-même qui était en train de le vendre. Finalement, il finit par le lâcher. Mario l'enregistre, et c'est un des plus gros hits de 2004. C'est une des chansons les plus reprises du R&B, Let Me Love You. Et c'est bien qu'on le prenne avec le recul, c'est un immense hit R&B, c'est-à-dire que elle passe 11 semaines en tête du Billboard Hot 100 et bizarrement elle a très très bien vieilli sur le temps, parce que j'imagine que même en France, ça me surprend toujours d'ailleurs de voir ça, il y a énormément de chansons en France qui sont reprises ou copiées de Let Me Love You et en fait ça passe toujours crème. Il y a plein de chanteurs qui ont repris, copié, inséré, machin, Let Me Love You, et c'est très bizarre parce que souvent je trouve que comme la notoriété de Mario est pas folle en France, ça montre encore à quel point le titre est incroyablement puissant. Si je lui donnerais l'amour de maintenant à toujours. Et d'ailleurs, c'est aussi un des titres qui va totalement changer le regard autour de Nio. Parce qu'après avoir eu un si gros hit en tant que songwriter, il va commencer donc du coup à restructurer sa carrière en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Let Me Love You, peut-être que vous avez eu l'habitude de l'écouter avec la voix de Mario, mais quand vous connaissez bien le son de Nio, ce qui arrive juste après, en fait, vous entendez que c'est du Nio, en fait, clairement, les intonations, la manière de poser, enfin, c'est un titre de Nio, clairement. Avec le succès de Let Me Love You et les lives exceptionnels de Mario, où on voit vraiment un potentiel vocal incroyable, vraiment c'est un très bon chanteur, beaucoup de technique, beaucoup d'aisance et tout. Il y a quand même un souci qui se pose, c'est-à-dire que Turning Point est censé être l'album mature de Mario. C'est le gars qui montre que maintenant je suis plus un ado, je suis un adulte. Et dans l'album, il y a d'autres singles comme How Could You, ou encore Boom avec Juvenile. Et directement, la problématique, c'est que Let Me Love You est un tel gros succès et qu'il n'y a plus d'autres singles à succès sur l'album. C'est-à-dire que l'album sera complètement mangé par Let Me Love You. Il va atteindre le 1 million d'exemplaires, mais pour la plupart des gens, c'est un album où il n'y a qu'un seul gros hit, à savoir Let Me Love You. Boom va être vu comme du sous Usher. D'ailleurs, c'est ce que c'est pour moi. C'est du sous Ye qui a vraiment pas d'identité.
Et How Could You, c'est une jolie balade qui, face à Let Me Love You, fait un peu pas la figure. Et ça va être à partir de là pour moi la problématique de Mario, l'incarnation. Parce que du coup, dès que Nioh arrive en 2005, Nioh va reprendre son son, il va sortir Saucic et tout. Et donc même si le public n'a peut-être pas toute la nuance de savoir que c'est du Nioh, en fait Nioh va récupérer ce qu'il avait donné sur Let Me Love You pour lui-même. Just a Friend, c'était un bon choix de lancement de carrière, mais en même temps c'est une chanson que Usher avait pensé structurer qu'on lui a refilé à lui. Donc en fait, il faut qu'il se crée lui-même sa propre identité. Et en 2005, c'est Chris Brown qui arrive. Et Chris Brown et lui ont une chose en commun, c'est qu'ils vont plaire aux jeunes filles. Mais Chris a une chose en plus sur son premier album, c'est qu'il danse. Et d'ailleurs, je trouve que si vous y repensez, les 2 premiers albums, on avait déjà fait une vidéo d'ailleurs dessus, si vous en souvenez. J'avais fait une vidéo où je comparais leurs premiers albums. Et je trouve que les formules, et ce qui est assez logique, du premier album de Mario et celui du premier album de Chris Brown sont assez similaires. Vous retrouvez à peu près les mêmes genres de producteurs, les mêmes genres de prod. Si vous voulez du Lil Jon, Crunk NB, vous avez Run It et Boom. Chose qu'il y a moins chez Mario, c'est le son de Jermaine Dupri de Big Cox qu'on retrouve chez Chris Brown sur la suite de Usher avec Say Goodbye par exemple. Mais Chris Brown a tout fait d'installer une identité visuelle assez forte. Il danse, voilà, des chorés et tout. Mario, c'est beaucoup moins son truc. Son truc, c'est de chanter, de bien le faire, parce qu'aussi, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est un poulain de Clive Davis. C'est ça, sa base. C'est chanter, c'est incarner quelque chose. Alors oui, vous faites de petites chorés dans les clips et tout, mais sa base, c'est d'être le bon chanteur. Mario, like, motherfuckers gotta give him his flowers, like Mario Raw. We love Mario. Singing like, yeah, that boy can sing. We don't want him against you, though. That's not what we're saying. No, I mean, him it's like we family. It ain't even no verses. You feel me? So you gotta give people their flowers. I said I used to grow hair just so I can have a song on the braid my hair shit. My shit, I used to have long hair and be able to sing Mario shit. Mais quand Chris Brown arrive, au niveau de leur typologie d'audience, il y a quand même une sorte de ringardisation. On avait déjà parlé de Mario et aussi du format de Mario, qui reste un format quand même assez platonique. Du lover, certes, mais sans grande emphase autour de ça. Alors que Chris Brown te propose, entre parenthèses, le format du lover. Il est capable de danser, il est capable d'être très bon sur scène. C'est-à-dire que le format de Chris Brown est quand même plus attractif pour une jeune fille de 15 ans qui sont leurs publics principaux. Et J-Records décide donc, malgré tout, de continuer à investir sur Mario et d'investir de fou sur son 3e album qui va s'appeler Go. Mario rentre en studio et pour le coup, il y va avec tous les gros producteurs du game. Jermaine Dupri, Big Cox, Timbaland, Jimmy J, Terry Lewis. En fait, franchement, je vais être ému là. Je vais être ému. Il y va avec tous les gros producteurs du game. Mieux encore, chose exceptionnelle. Il y a même Akon dans l'album. C'est-à-dire que tout le monde donne quelque chose à Mario dans cet album. Mais mieux encore. Alors, truc de fou qui contredit ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, mais qui ne contredit pas ce que je vous ai dit, c'est que Mario nous montre qu'il a bon goût. C'est-à-dire qu'il choisit de bonnes prods, de bons producteurs. Dans le même temps, Trey Songz, comme on avait pas vu dans la vidéo où je comparais leurs 4 albums, est aussi arrivé dans le game. Et là, ils hésitent à sortir le premier single. Ils y vont avec la chanson How Do I Breathe. How Do I Breathe est une balade R&B classique. Vraiment, encore une fois. C'est limite, en vérité, dans l'histoire de ce que c'est que la carrière de Mario, le petit frère ou alors le frère pas trop éloigné de ce qu'ils auront pensé que Let Me Love You était. C'est-à-dire que How Do I Breathe, c'est une balade douce, romantique et tout. Pour l'époque, je vais vous faire la blague parce que elle est pas drôle 20 ans après quasiment. Mais pour l'époque, il y avait une blague autour de cette chanson. Putain, j'ai honte. Le truc, c'est que Mario vous avez dû remarquer qu'il a un gros nez. Il a un nez, voilà. C'est pas moi, hein. Vraiment, vous la trouvez encore sur Internet, cette blague, d'ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'il a répondu à cette blague. Parce que du coup, comme il disait How do I breathe, ça veut dire comment je peux respirer. En fait, les gens se foutaient de sa gueule, mais vraiment, mais à répétition, sur cette chanson, parce qu'il disait les calculs sont pas bons, Kevin. Ne me jugez pas, pitié, ça ne vient pas de moi. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui est toujours sur Internet. Si vous regardez sur Internet, il y a toujours plein de gens qui se foutent de sa gueule avec ce truc. Mais en fait, c'est parce que, comme la chanson dit comment je vais respirer, et que c'est un chanteur de R&B dans le clip, il en fait des tonnes et tout. Et que du coup, les gens, ils focalisaient sur ses narines. Ça m'avait dégoûté moi-même de la chanson parce qu'à la base, quand elle sort, c'est pas un bon premier single. Ça, pour moi, c'était une erreur de premier single. Mais j'essayais d'écouter à force, donc je me disais que l'album arrive et tout. Et le fait qu'ils aient fait cette blague, ça m'est resté en tête, en fait. C'est jamais sorti de mon esprit. En tout cas, How Do I Breathe a un succès un peu moyen. C'est pas un énorme hit. Il enchaîne sur une autre chanson qui s'appelle Crying Out For Me, qui pour moi était déjà beaucoup plus dans la capacité de porter l'album. Et je pense, pour avoir vécu ça,
depuis mon cybercafé qu'ils auraient dû sortir l'album, peut-être que certains s'en souviennent, au moment où ils ont lancé Crying Out For Me. Pourquoi? Parce que même si Crying Out For Me était pas ouf sur le truc, il y avait une euphorie en fait. Au moment là, c'est-à-dire que How Do I Breathe avait pris Crying Out For Me, ils auraient dû sortir l'album Go. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va certainement avoir un plus gros hit plus tard. Donc on va essayer de pousser encore plus, et on va repousser l'album. Et ils vont donc repousser l'album de 3 mois, de 4 mois, enfin... Ils vont repousser l'album et ils vont détruire ma vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, je pleure. Je pleure comme tout bon fan de R&B. Je pleure le flop de l'incroyable Go. Non mais je vous dis la vérité. Mario va sortir un putain d'album de R&B. Go est un putain d'album de R&B. Et en fait, le truc, c'est que ils le font flopper parce que les 2 premiers singles sont pas exceptionnels. Mais s'ils avaient réussi à le sortir au bon moment, bah, je pense déjà que ça aurait atténué le flop. Mais comme la sortie est repoussée, que Trey Songz et tous les autres réussissent à avoir des hits en même temps, bah, en fait, quand l'album sort, il y a plus d'écosystème autour de cet album. Mais Go est un putain d'album de R&B. Kryptonite est exceptionnel. Music for Love. D'ailleurs, j'ai adoré parce que on va parler du versus, mais Music for Love, qui était censé être le 3e single. Qu'on se calme. Music for Love. Quelle putain d'interprétation! En fait, déjà, je le dis tout de suite, aucun chanteur de R&B de sa génération, je dis bien vocalement, ne peut chanter cet album. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est même pas le fait que ce soit super compliqué, c'est l'aisance avec lequel il le fait. Music for Love, mec. Moi. Mon peuple, Kryptonite est tellement un tube manqué. Mais tellement un tube manqué de la vie de Lay in My Bed. Do Right avec le petit côté Michael Jackson. D'ailleurs, je soupçonne toujours que Do Right avait dû être écrite pour Michael Jackson par Akon et que finalement on l'a donnée à Mario. Mais je suis sûr que cette chanson était écrite à la base pour Michael Jackson. D'ailleurs, elle sonne vraiment très Michael Jackson. Bref, c'est dans cette période-là qu'il va avoir son fameux surnom parce qu'en fait, il s'amuse vocalement en fait. Et c'est ce que j'aime dans cet album, c'est que il donne tellement de choses vocalement, il montre une palette vocale, mais c'est pas oversing en fait. C'est cohérent et aucun autre chanteur de sa génération, franchement, il faut qu'on soit honnête, ne peut faire face à ça. C'est-à-dire aucun autre dans sa génération n'a la dextérité vocale, en tout cas sur sa scène R&B. Enjoy being hurt. I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that they're all lies, bad as you are. Mainstream là, de faire face à ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il va commencer à avoir le fameux surnom de Mel Brandy. Et c'est intéressant qu'il ait eu le surnom de Mel Brandy parce que le Mel Brandy, c'était pas sur les harmonies. C'était sur sa capacité à mélanger plein de choses en restant très cohérent sur R&B mainstream. Malheureusement, Go étant lancé par, pour moi, des choix de singles un peu équivoques et n'étant pas poussé par le label au bon moment, va flopper. Je pense toujours que c'est un des flops les plus regrettables des années 2000. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Mais l'album ne va pas trouver son public, c'est 300 000 exemplaires vendus. C'est vraiment la chute de la carrière de Mario à ce moment-là parce que Trey Songz, lui, il explose, Chris Brown, lui, continue à enchaîner les succès. Mais pour moi, le shift de l'image de Mario se fait de façon très particulière. Parce qu'au moment où sort Go, c'est la mode des télé-réalités pour ados et les émissions comme Sweet 16, les artistes vont y fêter leurs anniversaires sur MTV et tout. Et ils vont choisir avec Mario d'avoir un autre scénario. Et l'autre scénario va concerner le fait que Mario est effectivement, comme on l'a vu au début, un American Baby. Mais au début de la vidéo, je vous ai donné plusieurs détails sur sa vie. Voilà, sa grand-mère lui achète ceci, cela. Mais vous n'êtes pas posé beaucoup plus de questions sur sa grand-mère, sur ses parents. Vous avez raté ce petit coche-là, ou alors vous l'avez pas raté, donc du coup, on se retrouve dessus, parce qu'effectivement, si un petit garçon vit avec sa grand-mère, c'est que ses parents sont absents. Et notamment donc la mère. Et la mère de Mario est absente, pourquoi? Parce que c'est une addicte. Et une vraie addicte à la farine, mais vraiment plus. Et donc, vraiment, c'est toujours un choix qui me surprend des années après.
Pour pouvoir humaniser Mario, ils vont pas humaniser Mario comme une superstar du R&B. Ils vont nous faire rentrer dans la vie de Mario. Ils vont nous dire, ben en fait, ce gars, c'est une vie difficile. Et la vie difficile de Mario qu'ils vont montrer, c'est la vie de Mario avec sa mère. Mario, I'm not addicted anymore to, and I said I do it selectively when I would feel like it. And on these days, when I slip off and go do something like get high, in other words, it's a lot of stuff because I'm not busy. I'm just like bored a lot of days. Et franchement, ça m'a pris des années pour bien comprendre. Parce que sur le coup, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, la télé-réalité de Mario sort et Mario ne va pas en sortir blanc comme neige. So I need you to come and talk with me then. That's basically I'm what telling you you, said. success lies in Beaucoup de gens dans les scènes avec sa mère vont trouver que parfois il est brutal, que c'est agressif, que c'est violent. En fait, il va pas sortir de sa télé-réalité qui était censée redorer son image et montrer l'intérieur de lui blanc. She can't do that because of the addiction. Il va sortir de là. Souvent même certains magazines, je vais vous dire d'ailleurs, mon meilleur ami jusqu'aujourd'hui dit toujours que Mario avait frappé sa mère dans la télé-réalité. Donc du coup, lui, il aura toujours un problème avec lui, même s'il est talentueux vocalement. Il dit il avait frappé sa mère, c'est bon pour moi. If you would just do what you say you're gonna do, you ain't gonna have to worry about it. Come here, we talk. Mais c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire est que le documentaire était juste trop dur pour l'audience de Mario en fait. Les gens voulaient Mario comme Chris Brown dans Sweet 16 en mode voilà, il fête et tout. Ils ont vu un jeune homme en train de se battre avec une femme qui est complètement dans les vapes. C'est-à-dire que cette femme, beaucoup de respect pour elle parce que vous allez le voir au fil de la vidéo, elle finit par partir, mais on voit avec le recul que son fils en vérité se bat pour elle et qu'il l'aime passionnément. And now I'm right where I should have been. Mais que finalement, c'est une relation entre un enfant, parce qu'il a quoi, il a 19 ans, et une femme qui l'a eu très jeune, je crois qu'elle a la trentaine, donc ils sont assez proches en termes d'âge, qui en fait n'arrivent pas à avoir les pieds sur terre. Les images sont assez terrifiantes de cette télé-réalité. But it was even harder growing up with your only mother who struggled with drugs. Bien sûr, je ne tolère pas le fait que des fois il s'empoigne, c'est violent, c'est pas agréable, mais ça va atteindre l'image de Mario au-delà de ce qui était raisonnable. C'est-à-dire que les gens vont retenir que Mario bagarre avec sa mère, frappe sa mère, ce genre de choses, alors que dans la réalité de ce qu'on voyait, c'était bien plus complexe. Et d'ailleurs, à la fin de cette télé-réalité, elle a fini par admettre qu'elle avait véritablement besoin d'aide. Pour moi, c'était un mauvais move marketing de leur part. Au lieu de glamouriser Mario ou alors de lui donner de la profondeur, je pense que le message véritable de cette télé-réalité est passé au-delà du public et ça lui a plutôt donné, chez certains, plutôt une mauvaise image de quelqu'un qui était pas respectueux avec sa mère et c'est resté en fait. C'est quelque chose qui est devenu une tâche profonde dans sa carrière. Ces images-là qui étaient au contraire censées l'encenser. stand with you. And you gotta map this out for me, Jay. Toujours est-il que le label ne l'abandonne pas tout de suite en tout cas. Même si Go ne marche pas, on le renvoie en studio. Et encore une fois, ils prennent une pléiade de producteurs. On prend Sean Garrett, on prend Bangladesh, on prend The Dream, on prend Tricky Stewart. Ils prennent beaucoup plus de producteurs cette fois-ci. Et ils lancent l'album avec un single qui s'appelle Break Up. Break Up est produit par Bangladesh, qui vient de produire Diva de Beyoncé, Millie de Lil Wayne, Bossy de Kellys. Donc en fait, c'est vraiment dans la vague de ce genre de titres-là. Et Break Up arrive. Et franchement, nous sommes en 2009, gros coup de force pour Mario. Il a un autre hit. Break Up est un hit. La chanson se classe 14e au Hot 100. D'un coup, ça relance totalement son air. Et on se dit, ah, le nouvel album de Mario qui va s'appeler DNA, ça va peut-être relancer la dynamique après Go. Et franchement, moi, je me dis, ah, vengeance. Le nouvel album de Mario qui s'appelle DNA va relancer, ça va venger Go. Il va totalement ressusciter sa carrière, même si en vérité, moi, j'aime pas vraiment Break Up. Je trouve que c'est totalement en dessous de ce qu'on avait dans Go, mais je me dis, bon, tant qu'à faire, ça va marcher. Le second single arrive, malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Le succès de Break Up pendant la période où d'ailleurs Chris Brown est un peu dans le mal parce qu'il vient d'y avoir l'affaire Rihanna, c'est Trey Songz qui assure les cendres chaudes sur la planète R&B, est génial pour Mario. Mais bizarrement, l'album DNA sort et il fait 32 000 exemplaires en première semaine. C'est-à-dire qu'il se voit encore moins bien que Go. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, c'est vrai que Break Up a marché, il a un hit. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas allés acheter l'album? Mais moi, je pense que les gens ne sont pas allés acheter l'album. J'ai toujours pensé parce que Break Up n'est pas un vendeur d'albums. Pour acheter un album d'un gars comme Mario, qui joue beaucoup, pas simplement sur le fait de faire des chansons dansantes, mais sur le fait de chanter, il faut une balade forte, pour moi, en fait, dans cette période-là du R&B. Il faut une chanson romantique, forte, qui va pousser les gens à se dire, je vais dépenser 15 à 20 euros sur un album. Vous vous rappelez qu'on achète les albums à l'époque. Break Up, c'est une chanson qu'on peut écouter pour faire danser. Mais pour acheter un album de Mario, il faut une balade. Mais en vérité, vous dire ça, je n'apprends absolument rien à un label américain. Ils avaient prévu ça. Ils étaient dit, bah, en fait, on a Break Up qui cartonne, on va introduire directement la chanson Thinking About You, qui est une chanson plutôt romantique écrite par Rico Love.
Ils vont même appeler Kelly Rowland sur le remix et Kelly Rowland va faire un beau travail. D'ailleurs, je trouve que j'écoute plus le remix de Kelly Rowland que la version originelle. Beau taf, beau taf. Mais Thinking About You ne va pas marcher. Et en fait, le fait que Thinking About You ne marche pas va tuer l'album. Tout simplement. C'est-à-dire que, très bête, tu as un chanteur vocal, tu pêches un peu par la stabilité de ton image, tu as un hit pour faire danser dans les clubs, tu n'as pas de balade, c'est bon, c'est foutu. On ne peut plus porter l'album, en fait. Et ils vont tout essayer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis dit qu'ils ont plus essayé avec DNA qu'avec Go, alors que DNA, musicalement, était largement inférieur, alors vraiment largement inférieur à Go. Mais ils vont essayer. Ils vont proposer la chanson Headbroke. Ils vont proposer I Choose You, qui est une magnifique ballade qui aurait mérité mieux. Mais ça ne va pas prendre. L'album va faire encore moins de ventes que le précédent, avec cette fois-ci un gros hit. Et à partir de là, RCA va commencer à exprimer le petit souci qu'ils ont avec Mario. C'est-à-dire qu'ils ont un super chanteur qui, malgré tout, manque quand même d'identité. Et qui, sur ses plus gros hits, du coup, est quand même dans des chansons qui suivent des tendances, mais qui ne sont pas marquantes de qui est Mario, alors que c'est un super chanteur et qu'il a une super belle voix, et qu'il a un super joli minois. Les filles peuvent l'aimer, mais il y a ce petit truc où le premier titre, c'était un peu du sous Usher. Le second titre, qui est une balade iconique malgré tout, Nio ayant cartonné juste après, en fait ça devient du sous Nio, même si c'est la chanson de Mario. La troisième chanson, Break Up, en fait c'est pas du Mario et finalement ça se rapproche de ce qui a marché sur le moment, à savoir Diva, Millie, Bossy, mais ça n'incarne pas le son de Mario en fait. C'est-à-dire que super bon chanteur, joli, mais il faut qu'on trouve le moyen d'incarner quelque chose qui va faire en sorte que les gens se disent que c'est Mario et il est totalement différent des autres. Et pour moi, ce qu'ils avaient trouvé, c'était Go en fait. Il fallait vendre l'album Go. Sauf qu'ils n'ont pas vendu l'album Go. Donc du coup, ils sont piégés. En 2010, et Mario commence à se démerder un peu seul. Il sort plusieurs mixtapes qui sont d'ailleurs vraiment musicalement très bonnes. Le titre My Bed méritait beaucoup mieux. Il sort une chanson qui s'appelle The Walls avec Fabulous qui ne marche pas. Et finalement, le label se dit, bon, en 2012-2013 là, qu'il faut encore essayer de miser sur lui parce que ça fait 3-4 ans, ils ont rien comme budget. Et on appelle Nicki Minaj sur la chanson Somebody Else. C'est vraiment le titre de la dernière chance. Elle sample Marvin Gaye. Et malheureusement pour Mario, c'est un flop total. C'est-à-dire que on sent qu'ils investissent dessus en se disant bon, on teste vraiment au maximum de ce qu'on peut tester. C'est le retour du R&B. Il est avec Nicki Minaj, un sample un peu soulful. Justin Timberlake a ramené un côté plus soul dans le R&B. Est-ce que ça peut marcher pour Mario? Ça ne prend pas. Et directement après, le label l'abandonne. Il quitte la major. Et je pense aussi qu'il quitte la major parce que Clive Davis n'a plus le même impact et que Clive Davis, pendant les années où il était encore vraiment au pouvoir, va tenir pour qu'on ne jette pas Mario et qu'on investissent toujours sur lui. Mais dès que Clive Davis part, en fait, ce n'est pas rentable, en fait. Ce n'est tout simplement pas rentable de continuer à investir sur Mario à partir de 2013-2014, sachant qu'il n'y a pas d'écosystème autour de lui. C'est là qu'il se lance en indépendant et vous allez vous dire, ok, il est plus en major, c'est bon, la vidéo se termine, il n'y a plus de grands moments extraordinaires. Mais justement, si! Parce que dès que Mario se lance en indépendant, déjà, il nous révèle plusieurs choses. Il nous dit, j'ai enregistré tout un album avec Rico Love, mais finalement, ça ne faisait plus partie de mes plans, donc je l'ai abandonné. On se dit, un album avec Rico Love, tu as abandonné Mario, comment tu peux nous faire ça? Balance ça sur Internet, nous on ramasse les choses. Déjà, il nous dit ça. Et ensuite, en 2014-2015, il annonce un album avec Scott Storch, le producteur légendaire qui a produit des hits pour lui, justement Let Me Love You, et qui a produit des hits pour tout le game. Et à l'époque, Scott Storch est encore dans le mal, donc on se dit, le comeback de Mario Scott Storch, ça peut faire quelque chose de dingue. Il sort une première chanson en featuring avec Rick Ross, et donc on se dit, il y a encore du budget. Si Rick Ross et Mario travaillent ensemble, ça veut dire que Mario a encore du budget. Sauf que là encore, l'album qui était totalement enregistré sera annulé. On n'en sait pas plus et ça devient vraiment le jeu des 7 erreurs de comprendre les sorties d'albums de Mario. Quelques semaines après, il annonce un album qui s'appelait Cosmos 17 qui sera finalement annulé, qui va appeler Paradise Cove. C'est-à-dire que 2015-2016, on comprend rien à la carrière de Mario jusqu'à ce qu'arrive la fameuse série Empire. Parce que plusieurs artistes vont dans Empire et tous chantent. Quand Mario arrive dans Empire et que Mario chante, en fait, les qualités qui sont les siennes, les qualités que tout le monde lui reconnaît, à savoir que super chanteur et qui peut plaire aux filles, en fait, reviennent instantanément et se disent, oh, il chante trop bien! Voilà. Ok. Oui, c'est logique, il chante trop bien, c'est vrai.
Tell me what I gotta do to please you. D'ailleurs, ils vont le faire revenir dans la série alors qu'il avait un rôle éphémère parce qu'il était plutôt bien reçu par le public. Mais le fait d'être bien reçu par le public, le fait de bien chanter, n'assure pas le fait d'avoir une DA pouvant mener à une carrière pérenne. Et d'ailleurs, dans la même année, à savoir en 2017, on apprend que Mario a perdu sa mère, décédé justement des suites de ses addictions. I moved back to Baltimore, and I wanted to take care of my mom. You know, I wanted to look out for her and like get her some help, you know, because I had seen her in between here and there, and it's like, I think there's a natural instinct, of course, for a child to want to be close to his mother, and you know what I'm saying, when you know your mom's going through something real like that, I've seen the person who is fearless, talented, smart, outgoing, and so when you're not seeing that person, you want to see them in their best light, you know. So that was my whole goal of moving back to Baltimore, which ended up turning into like a lot of lessons for me, a lot of time lost, money wasted, all types of, you know, crazy shit, you know what I mean? And I learned a lot of lessons from it. Okay. Because your mom was still using. Yes, she was. And there was nothing you could do with all the money you had and all the connections. Put her in multiple treatment centers, spent hundreds of thousands of dollars. Hundreds of thousands. Yeah, at least 200. So you put her in the very best, like the Malibu type I treatments? I did actually. Yeah. Yeah, twice. Il va lui rendre hommage dans plusieurs interviews et je pense que le décès de sa mère va avoir un shift dans sa vie personnelle et dans sa carrière pour le coup parce que directement après ça, il va signer d'ailleurs sur le label Empire pour sortir son album et la promo va être cohérente pour le coup. On va avoir un single qui s'appelait Drowning. Et au début, j'avoue que quand Drowning est sorti, j'étais un peu saoulé par la chanson, je la trouvais pas ouf. Et après, quelques jours après, il l'a chanté en a cappella. Oh Jésus. And I'm in too deep to pull out now. She's suffering while I feel. En fait, il y a des gens sur lesquels Dieu passe vraiment du temps sur le berceau. Parfaitement chanté. Oh, un plaisir de l'entendre. L'album ne rentre même pas au Billboard américain, ça veut dire que c'est vraiment un énorme flop, même s'il y a plutôt de belles chansons comme Dancing Shadows, Goes Like That ou encore I Care For You. Oui, je pense justement qu'il parle de sa mère. Et finalement, il va continuer une carrière, mais même si sa musique perso ne marche pas, il va garder son image de super chanteur. Et j'imagine que pour les fans de R&B, vous le savez, vous le voyez très souvent, on va avoir une reprise de Mario, un a cappella de Mario, et les gens vont dire, oh là là là, incroyable et tout. Be dead, spinning around and around, although we've come to the end of the road, still I can't let go. It's unnatural. I belong to you, you belong to me, yeah. Comme à chaque fois, et ça va notamment se matérialiser de façon exceptionnelle, on en avait parlé lors du Versus, c'est-à-dire que quelques années après la sortie de cet album-là, il y a eu le fameux Versus entre Mario et Omarion, et beaucoup de gens qui voient Mario plus low-key que Omarion partaient en se disant ouais bah en fait Omarion va gagner parce que Omarion elle est B2K et tout, et vous connaissez l'histoire, il y a toute une vidéo dessus. Omarion se fait ratatiner, et d'ailleurs tous les autres chanteurs de R&B qui sont sur scène, Reddy, Bobby Valentino et tous les autres se font ratatiner par Mario. Aussi bien pour son catalogue, parce qu'en vérité il a un catalogue très R&B, et comme c'était un public très R&B, le public très R&B qu'il les regardait sur le Versus chantait tout Go. C'est ça que j'ai adoré, c'est-à-dire que tout Go était chanté, parce que oui, Go est exceptionnel comme album. Donc quand il mettait Music for Love et toutes ces chansons-là, les simples chansons qui étaient passées en radio, qui étaient pas de gros hits mais connues du public R&B, bah en fait
c'était l'euphorie, même si pour la plupart des gens et peut-être pour la plupart d'entre vous, Mario n'a que un hit, Let Me Love You, ou alors pour ceux qui connaissent un peu mieux, Mario n'a que 3 gros hits, à savoir Just a Friend, Let Me Love You et Break Up. Bah en fait, malgré tous les autres chansons là qui ont pas été d'énormes hits, ont quand même une percée moyenne chez le public R&B. Donc du coup, sachant en plus que lui était le super bon chanteur, bah le versus pour lui était une promenade de santé. Il les a écrasés. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume. Et partant de là, comme toujours, chaque fois que Mario ouvre sa bouche, vous allez voir les fans d'R&B, oh Mario, Mario, mon Dieu, chaque fois qu'il chante, oui, c'est bon. En plus, comme il est pas trop moche, les filles le regardent, oh Mario, machin et tout. Donc, il a cette hype-là qui fait en sorte que après le versus, il re-signe en label. Et c'est intéressant parce que quand il re-signe en label, ils vont sortir l'album en 2024 qui va s'appeler Glad You Came. Et l'album de 2024 de Mario qui s'appelle Glad You Came fait appel à pas mal de songwriters. Sony embauche James Fauntleroy et plein d'autres mecs plutôt hype, qui ont en tout cas beaucoup de talent, pour lui faire un album qui est la réponse à ce qui se passe depuis 5 ans dans le mainstream. Je trouve que c'est la réponse tardive à tout ce qui se passait sur la scène 80s depuis 5-6 ans. C'est vraiment un album de R&B dans l'air du temps avec un single comme Space. Moi j'aime beaucoup la chanson Keep Going. Mais il va pas du tout toucher son public. C'est-à-dire qu'il va totalement passer inaperçu. Je crois d'ailleurs qu'il n'entre même pas au Billboard 200. Et Mario ne va pas se décourager parce que l'an dernier, encore en V25, Mario sort un album, cette fois-ci plus R&B trap. Et là encore, ce disque-là ne trouve pas son public. Moi, je trouve que Glad You Came n'est pas un mauvais album, mais pour moi, à ce stade de sa carrière, Mario encore jeune, il va avoir 40 ans. Le meilleur moyen pour lui de se relancer, c'est de faire ce que les gens veulent qu'il fasse. À savoir qu'il soit un chanteur pour vieux. Déjà, son public est en train de vieillir. Mais quand je dis chanteur pour vieux, c'est que je pense que sur une carrière adulte, Mario peut chanter. Mais chanter des vraies chansons de R&B classiques. Vraiment, limite une carrière à Charlie Wilson. C'est-à-dire que à partir de maintenant, je vous ramène sur un truc plutôt crooner. Et je pense que c'est peut-être sur ça que ça peut prendre. Sur un Hours and Hours de Mooney Longway, ce genre de chanson R&B très classique. Regardez Folded de Kehlani. Bah, en fait, le remix de Mario est génial. Bon, en fait, il lui faut un Folded. Une chanson R&B hyper classique. Pas trap, pas machin. Revenir au basique parce que c'est sur le basique qu'il est le plus fort. C'est sur le basique que les gens l'apprécient le plus. Et plus il essaie de s'éloigner de ce carton-là, moins il réussit à retrouver tous ces gens-là. D'ailleurs, la preuve, la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont retenu Let Me Love You de Mario. Ils ont retenu les mid-tempos de Mario. Ils ont retenu les balades. Mais je pense que très peu de gens se souviennent de Break Up. Vous voyez ce que je veux dire? Break Up n'est pas une chanson de Mario qui a marqué le public, alors que c'est un gros hit de Mario. Donc je pense qu'il y a une restructuration à faire sur sa carrière, sur son image, et que il est plutôt en bonne position de le faire, vu que Usher et Chris Brown lui ont fait la fleur d'être en première partie de la tournée R&B Tour. Ce qui veut dire que c'est la tournée la plus rentable actuellement sur la scène R&B. Ils font la tournée des arènes et des stades aux États-Unis. C'est immense. Chris Brown et Usher donnent tout. Usher nous repère le truc de Chris Brown, vous allez voir les extraits sur Internet. Bref, il fait des performances, voilà, avec des jeunes femmes. Mais bon, en tout cas, ça cartonne sur scène. Je trouve que déjà, Chris Brown a une super idée de faire en sorte que Mario, Eric Bellinger fassent partie de ses choristes, parce qu'il y a un moment dans le set où Mario et Eric Bellinger font les chœurs de Chris Brown, ce qui est une super belle image d'unité pour le R&B mainstream. D'ailleurs, les femmes là du R&B devraient s'en inspirer parce qu'elles sont toujours en train de se faire la guerre en tournée. Là, les mecs font une super belle image. Mario, Eric Bellinger,
sont en train de faire les chœurs pour Chris Brown. Et après, enfin, plutôt avant, Mario a son set. Et je trouve que c'est une super opportunité pour lui de retrouver un public R&B qui peut écouter sa musique. Maintenant, il faut trouver les bonnes chansons. Et pour moi, les bonnes chansons pour Mario, c'est pas forcément un titre R&B moderne ou alors très actuel. Quand je dis très actuel, c'est sur le fait qu'il fait un phrasé trap, ou alors un truc pop 80s comme sur les 2 derniers albums. Je le vois revenir en studio avec un truc de Becox, de Tiamen Dupri, quelque chose d'assez simple, modernisé, un peu comme Fall Lead encore une fois, mais qui frappe bien et qui ramasse à la fois le public de base R&B et peut-être toucher quelques fans de R&B moderne qui sont de toute façon pas très nombreux. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'encore une fois, c'est un super chanteur. Loving you, loving you, loving you, when a nigga loving you, why would you wanna break up? Et nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur la carrière de Mario. Et dites-moi tout ce que vous pensez de Mario. Est-ce que vous pensez que, comme certains le disent, il a sacrifié sa mère, c'est pour ça que il a pas de carrière? Est-ce que vous pensez, comme certains le disent, que l'épisode avec sa mère a eu un impact immense sur son image et il ne s'en est jamais vraiment remis? Moi, je pense que c'est un enfant qui a été plutôt traumatisé par le destin qui a été le sien, et je trouve que au contraire, dans sa relation avec sa mère, je trouve qu'il a plutôt une sorte de mérite pour moi d'avoir tenu avec une mère addicte qu'il a malgré tout aimé, qu'il a malgré tout aidé comme il a pu. En fait, c'est difficile de vivre avec une personne qui a une addiction sévère. En plus, sa mère, c'est-à-dire que du coup, tu deviens un peu le parent de ta mère. Et déjà que tu commences une carrière très jeune, ça fait beaucoup quand même. Bref. Aussi parlez-moi de tous ces hits, du fait que voilà, c'est le bébé de Clive Davis. Sans Clive Davis, il n'aurait très certainement pas la carrière qu'il a eu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aussi que Go est un classique? Quelle personne pourrait lui faire face vocalement, je dis bien vocalement dans sa génération, vocalement? Parce que Chris Brown reconnaîtra les qualités de Mario vocal. Donc c'est pas un mot de Chris Brown sait. Mario too. Look, I'm gonna be real. Mario probably was like, Oh shit, Mario. Yeah. Mario cold. Mario like motherfuckers gotta give him his flowers. Like Mario raw. We love Mario. Singing like, yeah, that boy can sing. Donc, quelle autre personne qui, vocalement, dans sa génération R&B mainstream peut lui faire face, selon vous? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et bien sûr, on se retrouve oui. Quelle est votre chanson préférée de lui, d'ailleurs? Je crois que j'aurais toujours un faible, incroyable pour, je vous dirai dans les commentaires. Dites la vôtre, comme ça vous allez pas me copier, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.